Vous connaissez tous la fameuse bataille de Poitiers 732 où, nous dit-on, Charles Martel aurait arrêté l'invasion musulmane de l'Europe. Et cette bataille aujourd'hui, on va pas se mentir, elle est devenue un véritable symbole pour les milieux de droite, voire les milieux identitaires, comme résistance à ce qu'ils appellent l'invasion musulmane. Mais cette bataille, comme vous le savez, est sujette à controverse. D'un côté, on a des personnes qui en font des tonnes, et de l'autre, on a des personnes qui minimisent la bataille et qui nous disent « C'était qu'une petite escarmouche, ça n'a pas servi à grand chose, ça n'était pas décisif ». Alors justement, c'est le but de cet épisode. Qu'en est-il véritablement? On va essayer d'y voir plus clair. Tout d'abord, petit récap, qui est Charles Martel? Au moment de la bataille, il est ce qu'on appelle maire du palais. C'est lui, et non pas le roi, qui détient les pouvoirs législatifs et exécutifs. Charles Martel, avant d'en arriver là, il est le fils de Pépin le Jeune, qui était tout d'abord le maire du palais d'Austrasie, comme vous le voyez sur la carte. À la mort de son rival, il est devenu également maire du palais de Neustrie, et c'est ainsi qu'il est devenu l'homme fort, celui qui réunit l'ancien Regnum Francorum de Clovis. Mais en 1714, Pépin le Jeune meurt sans héritier légitime, puisque Charles, il est le fils de Pépin le Jeune, mais c'est un fils illégitime, c'est ce qu'on appelle un bâtard. Donc on a des nobles neustriens qui vont faire enfermer Charles, le fils illégitime, le futur Charles Martel, et qui vont proclamer un prétendu souverain du nom de Chilpéric II, évidemment c'est un neustrien. Mais lorsqu'en 721, Chilpéric II meurt à son tour, eh bien Charles, qui était parvenu à s'évader, eh bien va lui aussi sortir de son chapeau un nouveau roi sous le nom de Thierry, et donc ce roi va régner sur la Neustrie et l'Austrasie, et va faire de Charles Martel le maire du palais. Voilà la situation donc à l'époque, Charles Martel est le maire du palais de ce roi Thierry, donc en gros c'est lui qui dirige, et le royaume franc est la principale puissance chrétienne d'Europe à ce moment-là. Pendant ce temps, pendant que tout cela se passe, eh bien, il y a l'invasion musulmane, il y a les Omeyyades, le califat omeyyade qui s'étend, et en 711, eh bien, ils atteignent l'Espagne. En 719, ils occupent même le Languedoc, une région qu'on appelle la Gothie, en souvenir du royaume wisigoth, ou alors la Septimanie, parce qu'il y avait sept villes importantes. Donc c'est la région qui s'étend des Pyrénées jusqu'au Rhône, désormais occupé par les musulmans. Ils vont être arrêtés une première fois, et là c'est une bataille un peu moins connue, mais tout aussi importante, en 721, par le duc Eudes, qui est le duc d'Aquitaine. C'est la bataille de Toulouse, donc les musulmans sont une première fois refoulés, mais cette fois ils se dirigent vers le sud-ouest de la France, et ils vont multiplier les razzias un peu partout, pas que dans le sud-ouest, à Arles et même en Bourgogne. Le duc d'Aquitaine, qui est inquiet de ces percées musulmanes, mais qui d'un autre côté ne peut pas faire alliance avec Charles Martel, avec les Francs en tout cas, puisque eux aussi sont en guerre, ils se disputent le sud-ouest de la Gaule justement, eh bien ce duc Eudes d'Aquitaine va faire alliance avec un musulman dans un premier temps. Il va s'allier au gouverneur berbère de la Septimanie, un musulman du nom de Munuza. Voilà, donc première alliance entre Eudes et les musulmans. Parce qu'il faut le dire, Munuza était en révolte contre le gouverneur espagnol, et c'est ainsi qu'il voulait s'émanciper du califat, si vous voulez. Mais le gouverneur omeyyade d'Espagne ne l'entend pas de cette oreille, il s'appelle Abderrahman, il va intervenir contre Munuza, il va le tuer et occuper la Septimanie. Et ensuite, une fois qu'il occupe la Septimanie, eh ben, il va tourner ses regards vers l'Aquitaine, et il va lancer une série d'expéditions contre les Aquitains avec des troupes d'Arabes, mais surtout composé de Berbères, donc d'Afrique du Nord, fraîchement convertis à l'islam. Donc le duc d'Aquitaine, Eudes, se retrouve pris entre deux feux. D'un côté, il a les musulmans qui remontent, et de l'autre, il a les Francs qu'il essaye tant bien que mal de contenir, et qui viennent de passer la Loire. Les musulmans prennent Bordeaux, Agen, ensuite ils traversent la Dordogne, ils prennent Périgueux, puis ils tournent leur regard vers Tours. Pourquoi? Pas dans un but de conquête, là c'est important, ce n'est pas une attaque de conquête, c'est une razzia. Ce qu'ils veulent, c'est piller le sanctuaire de Saint-Martin à Tours. Dans un premier temps, le duc d'Aquitaine, Eudes, va réunir une armée pour tenter de les arrêter, mais il va être battu entre la Garonne et la Dordogne, et il n'aura pas d'autre choix à ce moment-là que d'appeler son rival, Charles Martel, donc d'appeler les Francs à l'aide. Charles Martel, pour lui, c'est une bonne opportunité puisqu'il va enfin pouvoir soumettre le duc Eudes et s'emparer de ses terres. Donc, Charles Martel accepte à condition que le duc lui jure fidélité, ce qu'il va faire
parce qu'il n'a plus le choix. Donc les deux armées, les Aquitains et les Francs, vont faire leurs jonctions. Il n'y a pas de chiffre exact, les historiens parlent de 30 000 guerriers environ, et vont attendre de pied ferme les musulmans qui remontent vers Tours. Et c'est là, nous sommes en octobre 732, que les deux armées vont se faire face entre Poitiers et Tours. Le lieu exact n'est absolument pas certain. On suppose que c'était sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, mais rien n'est sûr. Voilà, les deux armées se font face, et tout d'abord, pendant 6 jours, eh bien, c'est une série d'escarmouches qui commence. D'un côté, il y a l'armée franque, qui est composée environ de 30 000 hommes, enfin, franque et avec les Aquitains, qui est composée de 30 000 hommes environ. Les historiens s'accordent plus ou moins sur le fait que l'armée franque n'avait pas de cavalerie. Il y en a qui disent qu'ils avaient une cavalerie et qu'ils avaient la supériorité de l'étrier d'ailleurs, mais rien n'est moins sûr, il semblerait qu'il n'ait pas de cavalerie du tout, ce qui est un prodige. De son côté, l'armée omeyyade du gouverneur Abderrahmane est composée majoritairement, comme je l'ai dit, de berbères d'Afrique du Nord qui sont venus avec leur famille, ce qui gêne leur mouvement. Le 25 octobre 732, croit-on savoir, la date là aussi n'est absolument pas sûre, mais c'est par là que ça s'est passé, on va dire, eh bien les musulmans décident de lancer le combat, et ils lancent donc leur cavalerie légère à l'assaut des troupes franques. Mais là, leur cavalerie légère, qui est assez désordonnée, va se heurter à un véritable mur infranchissable, un mur de francistes, c'était l'arme des francs, parce que les guerriers francs, ils sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus disciplinés, beaucoup mieux armés, et ils ont une armure supérieure à celle des musulmans. Donc c'est un véritable mur de fer qui ne flanche pas, qui se présente aux cavaliers musulmans. D'ailleurs, les musulmans vont en être très impressionnés. Et pendant que les Francs vont contenir la charge de la cavalerie des musulmans, eh bien, il y a l'armée de Eudes, les Vascons, qui va contourner les musulmans pour les prendre à revers. Et là, ça va être la débandade. Abderrahmane lui-même va mourir dans ce combat. Et pendant la nuit, alors qu'on avait fait une pause, eh bien, les musulmans vont battre en retraite. C'est une victoire retentissante pour Charles Martel. Les musulmans sont enfin stoppés, alors qu'ils avaient atteint leur extrême limite vers le nord. Évidemment, Charles Martel va tirer parti de l'affaiblissement du duc Eudes, qui a dû l'appeler à l'aide et qui s'est soumis à lui. Il ne va pas tarder à s'emparer des évêchés de la Loire. Ensuite, il va même descendre jusqu'à la Septimanie en 737 pour tenter de conquérir Narbonne. Et d'ailleurs, son fils, le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, va par la suite, vous le savez sans doute, troquer sa fonction de maire du palais qu'il avait hérité de Charles Martel contre celle de roi, et ensuite le petit-fils de Charles Martel ne sera autre que l'empereur Charlemagne. Alors maintenant qu'on sait un peu plus, qu'on en sait un peu plus sur cette bataille de Poitiers, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet, dans la polémique. Est-ce que c'était une vraie bataille? Est-ce que c'était une bataille décisive ou non? Est-ce qu'il a véritablement stoppé une invasion musulmane? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Premièrement, ça c'est important de le préciser, eh bien, la célébrité de cette bataille n'est pas nouvelle. Dès l'époque de Charles Martel, les milieux instruits, la bataille a eu un grand retentissement dans les milieux instruits et elle a attiré l'attention des chroniqueurs de l'époque, que ce soit du côté franc, mais aussi du côté arabe. On en parle clairement de cette bataille. D'ailleurs, en 754, un auteur anonyme va publier un manuscrit à Tolède et il va faire référence pour la première fois à cette bataille. Et surtout, dans ce manuscrit, il est sans arrêt question d'opposition entre ce qu'il appelle les Européens et ce qu'il appelle les Sarrasins ou les infidèles. Et figurez-vous que c'est ce manuscrit, c'est la première évocation connue de l'Europe en tant que culture et en tant que civilisation. Et où place-t-il le début de cet affrontement entre deux civilisations? Eh bien, à la bataille de Poitiers. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas nouveau. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Charles Martel a stoppé l'invasion arabe? Eh bien, ça, on peut pas vraiment le dire comme ça textuellement, puisque à la bataille de Poitiers, Charles Martel n'a pas stoppé une invasion arabe, il a stoppé une razzia. Les Arabes n'avaient pas de volonté de conquête sur cette région. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que cette bataille marque la toute-puissance des Francs et surtout leur intervention systématique contre les Arabes, puisque les Francs seront à ce moment-là les seuls capables de refouler les musulmans. Et donc on va sans arrêt les appeler à l'aide. Certes, l'expansion musulmane est stoppée dans le sud-ouest, mais les raids vont se poursuivre plusieurs décennies plus tard. Donc les arrêtent-ils? Arrêtent-ils une invasion? Oui et non. Ils stoppent une grande razzia, mais ils stoppent surtout un long processus qui voyait les Arabes prendre pied en Gaule. Et là, après la victoire de Poitiers, justement, aucune autre, bien qu'il y ait eu des raids comme je l'ai dit, aucune autre expédition musulmane d'envergure
n'a pu atteindre le cœur de l'Europe et le cœur de la Gaule. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans sa tête, dans son esprit, à ce moment-là, Charles Martel n'a absolument pas de conscience religieuse, si vous voulez, pour cette bataille. Il ne se présente pas en tant que défenseur de la chrétienté contre l'envahisseur infidèle. À ce moment précis, Charles Martel ne voit que l'opportunité politique qui est d'acquérir les biens de Eudes et donc de conquérir le très riche sud de la vallée de la Loire. Néanmoins, c'est bien une grande victoire, une victoire retentissante. D'ailleurs, les musulmans abandonnent leur butin, Abderrahman meurt, donc c'est bel et bien une victoire décisive des Francs, et elle est décisive également pour les Francs dans l'établissement de la future dynastie carolingienne. Alors pour conclure, parce qu'il faut bien vous donner un mot de conclusion, là je suis là, oui, non, enfin c'est ambigu, eh bien j'ai envie de répondre que oui, puisque dans tout phénomène historique, il faut bien un symbole pour le marquer. Et lors de cette bataille de Poitiers en 732, certes, Charles Martel a des intérêts qui sont autres que la défense de l'Europe chrétienne, certes, il met ponctuellement, enfin sur le moment, fin à une razzia, mais néanmoins, cette bataille, qui a été décisive, comme je l'ai dit, doit symboliser, s'il doit y avoir un symbole, ce serait cette bataille. Elle symbolise le déclin, l'essoufflement de l'expansion musulmane en Europe. Voilà ma réponse. Voilà. J'espère que ça vous satisfait. Et cet épisode est terminé. Donc s'il vous a plu et s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de TV Liberté, à faire un don pour soutenir la réinformation, à lâcher un petit pouce bleu sous cette vidéo pour la promouvoir tout simplement. Et puis si vous voulez approfondir d'autres thèmes historiques, eh bien jetez un petit coup d'œil à mes cours d'histoire en ligne avec le lien qui s'affiche ici. Moi je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Liberté. À bientôt.